C'était une ambiance, c'était une époque, une ambiance qui était là, quoi. C'était une envie de faire ça, quoi, d'être dans un groupe, même pour pousser une caisse, mais appartenir à quelque chose, quoi, à une famille, quoi. C'était une aventure fabuleuse de jouer avec Buck, avec vous, cette espèce de musique de wild rock'n'roll, comme je sais pas qui c'est qui avait trouvé cette formule. Je trouve que c'était vraiment la formule idéale pour les Record Killers. Ah ouais, mais moi je sais que c'est un groupe qui aurait pas pu exister sans Buck, par contre. C'est assez clair. Comme si tu mettais Motorhead sans les Mix, ça ressemble à rien. Pendant un certain temps, je l'ai embêté parce que je lui disais, mais c'est pas les Record Killers, c'est Buck et les Record Killers. Non, c'était les Record Killers et Buck. Personne n'a su vraiment ce qui s'était passé. S'il avait vraiment pété les plombs et tout ça, mais bon, t'es obligé de péter les plombs plus ou moins pour en arriver là. C'est comme un accident de voiture, je sais pas, c'est la même, quoi. C'est un truc qui te tombe sur le coin de la gueule et puis t'avais pas quoi. À cette époque-là, c'était une vraie effervescence. En fait, dans chaque ville, il y avait des groupes de rock de bon niveau, qui écrivaient des bonnes chansons, qui jouaient bien, et qui aimaient ça, et des gens pour les écouter. Tu pouvais mettre une épingle sur la carte de France et aussitôt, bah voilà, toi, Clermont, c'est Spliff, quoi. Enfin, dans la tête de plein de gens qu'on traînait dans le rock, Clermont, c'est Spliff, Clermont, c'est Red Coat Killers, quoi. D'un seul coup, il y avait une ville qui existait, tout simplement parce qu'il y avait deux mecs qui la faisaient vivre. Spliff Records est né il y a quelques mois. Deux groupes auvergnats, un de Grenoble, un autre de Périgueux. Pas question pour ce petit label de gagner de l'argent pour l'instant. Ils essaient simplement de retomber sur leurs pattes. Généralement, les musiciens cherchent à en vivre et puis les petits labels cherchent à gagner aussi un petit peu d'argent pour pouvoir en faire d'autres. Bon, moi, je peux parler doublement puisque je représente à la fois un groupe du label et puis le label, ce qui me pose des fois des problèmes d'ailleurs. Est-ce que vous voulez me payer des affiches? Non, on ne paiera pas d'affiches, par exemple. Alors comment vous faites pour la distribution, par exemple? On a un distributeur national qui fait essentiellement du rock, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variété, il n'y a pas de notre style de rock, quoi, du rock, oui, comment on définit ce qu'on appelle du real rock'n'roll un petit peu, c'est-à-dire du rock assez enlevé, chanté en anglais. On avait 5 morceaux, 4 répètes, 5 morceaux, je crois, un truc comme ça. C'est vrai qu'on avait décidé de jouer, on était hyper motivés pour jouer. Je me souviens qu'on a été chercher Buck par la peau du cul et du cou chez Spliff, parce que je sais pas si c'était le flip ou quoi, mais il avait plus envie au dernier moment. Je te rappelle qu'on avait pas mal poussé, la bête.
Puis en fait, on a joué Place de la Victoire. C'était rigolo. Il n'y avait pas un chat, mais le peu qu'il y avait, ils sont tous venus devant, et c'est là où je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire. On ne peut pas nier que les Red Cool Killers sont nés sur des fondations des Stooges ou des MC5, mais c'en était une... comment dire, c'était pas une copie, c'en était une extrapolation française. Ça a été tout de suite parfait. Il y avait rien à redire. C'était pas à la manière de, c'était de la même famille que, ce qui n'a rien à voir. C'était un petit peu l'objectif, toujours plus vite. Mais il fallait que ça soit en place aussi. Et effectivement, je pense que Buck a eu besoin de donner à quelqu'un d'autre un petit peu le rôle de la guitare rythmique de façon à ce que lui soit plus libre. À la fois dans sa guitare, finalement, et dans son chant. Un espèce d'énervé, toi toujours le cuir, toujours la dégaine, toujours l'attitude. T'as une espèce de jambes grand écart, les Converse déjà à l'époque, le jean bien serré, le cuir, Buck quoi. Quand il était sur scène, je pense qu'il était à 200% sur la scène, il était pas dans les personnages, il était dans la vérité, dans l'expression totale, pure et dure, quoi. C'est hors de la scène que tu étais confronté à les deux aspects du bonhomme, quoi. Je trouve que c'était le groupe qui se rapprochait le plus aussi des Togs. Toi, même si c'est Christophe Souris, toi le batteur des Togs qui avait produit le 45 tours, je trouvais qu'il y avait ce côté un peu reptilien qu'avaient les Togs, avec le côté complètement stoogien de Buck, quoi. Ça a été tout de suite quand même un groupe qui avait une image définitive dès le premier contact. C'était l'optique du noir et blanc, le nom, puis bon, Buck, quoi, la personnalité, quoi. C'était quand même, c'était un tout. On n'avait pas l'impression qu'il y avait, c'était pas un effort. Les Red Cool Killers, c'était pas un effort, c'était un truc qui arrivait directement, entier. Et comme pas mal de groupes aussi à cette époque-là, j'ai l'impression que ceux qui sont sur scène, ils jouent leur vie un peu, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est le rock'n'roll, c'est quand on monte sur scène, voilà, on joue notre vie, on donne tout. Et les Killers, c'était ça de toute façon. On a vraiment changé d'époque entre 86, 7, 8 et aujourd'hui. C'était presque un peu la fin des années 70. C'est-à-dire que il s'est passé des choses dans les années 80, mais que là, nous, en faisant ce qu'on a fait, on a encore réussi à passer outre
ce changement de vie, ce changement de société qui s'est opéré. Et donc nous, on avait encore la tête, je pense, dans les années 60, 70. Non, c'était cool, c'était une bonne époque. Si c'était une bonne époque parce qu'en plus, les concerts, généralement, ça donnait. Puis on avait l'impression de dominer le monde, quoi. Enfin, il y avait ce truc-là, quoi. On était persuadés de nos opinions, on était persuadés du bien fondé de nos petites entreprises. Et on se battait contre une montagne, quoi. On se battait contre tout ce qui était à Paris et tout le showbiz, voilà, quoi. Je sentais quand même que c'était verrouillé. C'est-à-dire que Buck tenait absolument à garder la main mise. Il voulait que le style du groupe reste bien marqué, ne s'éloigne pas sur des chemins qui ne seraient pas conformes à ce que lui voulait. Donc je voyais pas très bien au début quelle idée je pouvais amener, parce qu'il avait tendance à dire que non, que c'était trop riche, trop... je sais plus quel terme il employait. D'une certaine façon, je me sentais quand même un petit peu à l'étroit. Sinon, j'aurais pas quitté le groupe. T'as vu une photo qu'il y a? Une photo? T'as vu une photo en béton? En fait, il a fait une marche arrière, mais attends. Ouais, les gars, je vais faire de la photo de mon gars. Rien, faut que je fasse une photo. Ah, c'était énorme. Le van, il était neuf. On l'avait eu. Ah ouais, on venait de l'avoir. Ça avait arraché les sièges là. Le choc. Le choc, c'était fabuleux. J'avais d'une certaine façon ma place, parce que ça faisait longtemps que je tournais avec eux pour faire le backline. J'avais pas raté une date, j'avais toujours été là, et puis je me sentais bien avec eux. Il y avait un côté qui était naturel, une espèce d'aspiration naturelle à me retrouver là. J'étais prêt pour les Killers d'une certaine façon, ça c'était pour Buck c'était évident. Ce qui le motivait le plus, je crois, c'était ma prestation scénique en fait, bien au-delà de la musique. Ça, c'est les photos qui sont sur ces photos, elles sont sur l'album en petit. Oui. Ah, JP là, super. Hein. En pleine création. Là, c'est putain, j'ai oublié quelque chose. Il y a eu l'épopée du voyage pour monter à Clermont-Calais en passant par Angers, quand on a récupéré Christophe. Et la traversée sur le bateau, après... Ah non, c'était magnifique, ça. Je crois que c'est un des plus grands souvenirs que je peux avoir, je crois, en fait. C'est passé la semaine... Ah ouais, énorme. C'était un peu route, un peu avec les moyens du bord. Non, c'était camping, c'était bien. Justement, ça m'aurait fait chier d'aller à l'hôtel et de bouffer au resto. Ça aurait pas donné ce que ça donne. Parce qu'on vivait dans le studio, on y dormait, on y mangeait et on y jouait. Donc en fait, toutes les conditions étaient réunies pour que ça se passe bien, c'était cool. En France, trouver un ingénieur du son qui accepte de mettre les guitares assez fort, c'était rare. Enfin, tu vois, c'est plutôt le trip un peu chanson française. Alors qu'à Londres, bon bah voilà, tout de suite, si on te disait, ouais, on veut que ça soit rock et que ça cartonne, le mec, il savait faire et que ça sonne vraiment, quoi. C'est là qu'on commençait à arriver à l'horizon des premiers orages, des premières discussions houleuses sur des choix artistiques, sur des directions à prendre. La pochette était déjà décidée d'avance et c'était point barre, quoi. Il n'y avait pas vraiment de discussion. Je suis assez pour le fait qu'il y ait quelqu'un qui a un meneur, mais il y a une façon de faire qui n'est pas passée du tout avec Buck, en fait, qui n'est pas passée pour tout le monde. Je pense que Joël, toi
Ça s'est pas très bien passé. On s'était mis d'accord sur une pochette qui n'était pas celle que Buck voulait. J'ai décidé que la pochette du disque, ce serait la sienne. Et je me suis cassé. Mais il n'y a pas eu que la pochette, il y a eu le choix de signer les morceaux d'une seule main et pas de la nôtre. Peut-être un tort qu'il aurait eu sur le premier album à vouloir à tout prix paroles et musique de Buck. Ouais, peut-être. Parce que nous, on n'y était pas pour rien non plus. Les morceaux ont toujours été construits à 4, quoi. C'était plus les Killers, quoi. C'était Buck et les Real Cool Killers. De toute manière, ça a été la private joke pendant très longtemps, où c'était Buck et ses Real Cool Killers. L'importance dans un groupe, il me semble que c'est d'être assez soudé. Comment ça se passe pour réaliser des morceaux? Qui les réalise? J'en ai fait une partie. Bon, maintenant, on les fait plus... Au départ, j'étais peut-être un peu plus dictateur par rapport au groupe. Dictateur, c'est peut-être un mot un peu fort. Enfin, je sais pas, il faudrait demander aux autres qui restent. En fait, c'est marrant parce que maintenant, en y réfléchissant, vous avez rien dit quand je suis parti. Vous êtes resté. Vous avez eu raison de rester. C'est logique. Mais en même temps, moi, c'est Buck qui m'a trahi là-dessus. Ah ouais, mais moi, c'est lui qui m'a dit, non, c'est mon groupe. Et moi, je pensais que c'était un groupe, parce que j'ai dit à Serge hier, je pensais qu'on était en groupe, là. J'étais peut-être un peu naïf. On était même pas au courant, nous. Moi, j'étais pas au courant, je te l'ai dit hier. Je ne savais même pas pourquoi j'avais arrêté le groupe. Au-delà du départ des uns et des autres, ou des arrivées des uns et des autres, il y avait quand même cette espèce d'effondrement, une forme d'amitié, quoi. Les Real Cool Killers, c'était un peu une famille, et lui, c'était un peu le patriarche. C'était un peu... pas le gourou, mais c'est quand même une personnalité qui menait les autres. Et du coup, c'était en même temps un poids visiblement pour lui, très étonnamment. Il était un peu... il aurait bien voulu peut-être un peu plus de liberté totale, comme il disait, mais en fait, c'était une illusion un peu, parce que c'est jamais comme ça. Il avait deux facettes. Sa facette de ouf, totale, fun, déconnant, des fois un peu à l'extrême. Et puis son côté petit comptable, le nez dans le cahier, et puis un centime, il fallait qu'il retrouve son petit centime qu'il avait perdu quelque part. Et puis ça basculait, folie, destroy, marade, fallait jongler avec ça, quoi. C'était un personnage qui était assez déchiré. Il avait ce côté exacerbé de l'acteur, du clown, de l'artiste, qui est capable de péter dans tous les sens, et à côté il avait aussi ce personnage en lui du bougna bien terre à terre, les deux pieds dans la glaise, si tu veux. T'as un mec qui s'amuse, qui est dans les Real Cool Killers, qui joue, qui s'amuse, et puis t'as le mec qui est hyper sérieux dans ce qu'il fait à Spliff, quoi. Après il s'explose, quoi. Après il rigole, quoi. Après c'est Buck. Buck assis sur un plot, Buck une chaussette sur la bite. Buck a besoin de s'éclater, d'être vu. Il a besoin de vivre. C'était un fou furieux, c'était un pote. C'était un mec qui arrivait à me parler, quoi. Et puis c'était un des rares, si jamais j'étais mal, qui arrivait à vraiment me parler. Et il était quand même, enfin il est, parce que ça j'arriverai toujours pas, il est quand même le parrain de mon fils. Tu sentais que le côté humain des choses était vraiment super important pour lui, quoi. Et donc ça fait aussi que ça pouvait être trop des fois, c'est-à-dire que si humainement il y avait un truc qui passait pas, tu sens que ça lui faisait beaucoup de mal, quoi. Il existe en France un certain nombre de groupes rock marginaux, entre guillemets, qui ont su se créer un véritable réseau parallèle avec des petits labels comme Spliff. Real Cool Killers fait partie de ceux-là qui veulent garder une certaine indépendance vis-à-vis des grosses machines que sont les maisons de disques qui imposent au groupe un style de musique. Même si le groupe clermontois sort ces jours-ci un disque laser avec une dizaine de compositions, il reste dans un esprit très éloigné du showbiz. L'esprit marginal, le showbiz, bon, c'est un peu deux choses qui sont opposées. Je ne sais pas s'il faut vraiment faire cette opposition-là. Disons qu'un groupe il fait sa musique, s'il la ressent et qu'il évolue dans ce sens-là, il n'y a pas vraiment une opposition entre showbiz et marginal. Je crois, je veux dire, si on est bien dans sa tête, qu'on fait les choses qu'on veut sans avoir la pression d'une maison de disques, à ce moment-là, on est marginal. Et puis si on fait comme on veut, on est showbiz. Alors. Enfin, faut bien vivre aussi. Bien sûr, mais enfin bon, moi je fais pas ça dans une optique d'en vivre un jour, quoi. Notre musique est tellement sans concession que
que j'envisage pas du tout d'en vivre un jour, quoi. Ça serait trop difficile, quoi. Avec la sortie du disque, le groupe entame une tournée qui les mènera un peu partout en France, puis en Suisse et en Espagne, avec une première date vendredi soir à Clermont-Ferrand. Moi, j'ai jamais fait ça pour l'argent, donc déjà, c'était vite vu. Parce que je voyais pas l'intérêt. C'est pas, tu fais pas ça dans ce but-là, sinon tu vas t'appeler Obispo et puis tu vas jouer. Mais non, c'était... non, d'abord, prendre du plaisir. Moi, que j'ai mon paquet de clopes par jour, à manger, à dormir, de quoi boire quelques vinous, bouger tous les jours, être jamais au même endroit, rencontrer plein de gens différents. C'était le but du jeu, en fait, pour moi, d'une tournée, quoi. J'ai toujours préféré faire 5 dates par semaine, payer à, on va dire, 1000 francs la date, que faire une date par semaine, payer 6000 francs, comme ça nous arrivait au bout d'un moment, quoi. Même si au début, je pensais avoir du pognon, je savais très bien que, voyant comment ils menaient la barque, j'allais pas avoir de fric. Donc ça a été un choix, quoi. Pas un sacrifice, mais un choix. Ça a été, bon, je ne gagnerai pas de pognon. Des fois, ils me payaient un paquet de clopes. Le pire que j'ai gagné, c'est peut-être 300 francs, quoi. Moi, le pire, le mieux. C'est le pire, c'était quand même un paquet de cigarettes. Mais bon, c'était pas pour ça. À la fin, je partais plus pour ça, quoi. Je partais parce que j'étais heureux d'être avec eux, quoi. Ce qu'on voulait, c'était bouger, aller jouer dans le plus de villes possible, et si possible, le plus loin possible de Clermont, quoi. C'était, voilà. Il fallait qu'on s'étende, quoi, en fait. Donc il y avait cette liberté-là, quoi. Cette joie d'être ailleurs, de faire autre chose, quoi. Pas obligatoirement une joie d'être ensemble, c'est qu'il y a des moments où on n'avait pas envie de se voir, quoi. Mais cette joie de faire quelque chose d'autre, quoi. De ne pas être dans ton train-train quotidien, tu sais pas avec qui tu allais avoir des conversations le soir, ça c'était hyper intéressant, quoi. Il y avait des échanges vrais, forts et puissants. Et après, j'ai eu du mal à retrouver dans ma carrière avec tous les autres groupes où on avait des relations beaucoup plus stéréotypées, froides, calculées, professionnelles, quoi. Avec les Killers, si tu veux, ça débordait de tout ça. Et le côté humain était aussi important que la musique parce que tu avais un peu l'impression de faire partie d'une même chose, quoi. Pas de la démarche d'un sonorisateur avec un groupe, mais d'être partie prenante d'une chose qui était en train de se passer, d'une expérience humaine en train de se mettre en branle, en route, quoi. Et ce côté-là était aussi excitant que les concerts. Même si on envisage une carrière internationale, c'est une carrière internationale entre guillemets, quoi. Je veux dire, on aimerait bien tourner à l'étranger, plus à l'étranger, comme certains groupes comme les Tugs d'Angers le font. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on ait une bande de copains et puis qu'on essaie de faire notre musique, et puis point. Puis on essaie de la rendre de plus en plus originale, c'est surtout pour moi l'objectif, quoi. Le fait que les concerts s'améliorent, qu'on devienne meilleur, que les shows deviennent puissants, il y a une espèce de force. Ce qui est toujours resté dans les Killers depuis le départ, c'est cette espèce d'honnêteté. Enfin, moi, il me semble qu'il y avait cette espèce d'honnêteté, Les gens sentaient qu'on allait les attraper par les couilles, quoi. Ils le sentaient de toute manière.
deuxième album, c'est une espèce de bloc. Il y a une vraie cassure avec le son. C'est plus du tout la même chose. Il y a une espèce d'apogée à ce moment-là. Je trouve que c'est là que le groupe, que les Killers dans son ensemble et sur son histoire, à mon avis, c'est là qu'il a été le plus pertinent et le plus dans son époque. De temps en temps, lorsqu'on organise des concerts ou lorsqu'on organise du spectacle vivant, c'est ce qui fait d'ailleurs le vrai intérêt de cet art-là, c'est qu'on a l'impression qu'il se passe quelque chose d'unique, d'intemporel. Et j'ai l'impression que les Real Cool Killers avaient donné ce jour-là le concert de leur vie. Le souvenir que j'en ai, c'est que tout le monde avait pris une énorme baigne et qu'il s'était passé une espèce de moment d'éternité où un groupe avec des morceaux pas forcément découverts déjà par le public réussissait à faire le concert du siècle, quoi. Il y avait quelque chose de possédé chez eux et ils étaient emballants, quoi, dans l'histoire, quoi. Ouais, c'était un concert marquant parce que c'était une sauvagerie qu'on n'avait pas tellement l'habitude de voir chez les groupes français. En fait, ça se lâchait. Moi, ça me faisait plus penser aux Stooges sur scène qu'à des groupes français, quoi. Et ils ont mis une branlée, groupes anglo-saxons, quoi, cette année-là. Quand ils sont montés sur scène, ça a été le feu, quoi. Et tout le monde a pris une claque, hein, vraiment tout le monde. C'était un des concerts les plus furieux dans le sens où on sentait vraiment qu'il y avait une énergie pure et dure qui se dégageait de tout ça, quoi. Ça se sentait, c'était épidermique, quoi. C'est des choses que tu arrives à ressentir physiquement, quoi. Et cette électricité-là était présente, était partout, ce qui fait les grands concerts de rock'n'roll. Je suis surpris des premières accroches avec Buck où il me demande d'en faire moins et je comprends pas trop ce qu'il veut. Et je vais comprendre que lui, il veut absolument que je me tienne à carreau sur scène parce que je lui mange de l'espace et qu'il n'est plus le leader. Il voulait peut-être simplement faire respecter une certaine forme d'énergie sur scène qui pouvait être brisée par le fait que je cours partout. Peut-être avec du recul, on peut peut-être voir les choses comme ça. Tu te rappelles le concert à Bordeaux avec les Tugs au Théâtre Barbet? Que j'ai planté le concert mort grave de A à Z. Oh. Ah ouais. Ah non mais en la celui-ci, je crois que ça a été le pire. Parce que d'habitude ça se sentait pas quand je plantais le concert moi, parce que je jouais toujours à Donf. Ça tourne là. Mais c'est vrai, le truc à la con, je m'étais dit, aujourd'hui je fais ce concert, je ne bois pas une goutte d'alcool. Par contre j'avais fumé moi, une quinzaine de buzz, non, des trucs énormes. Et du coup j'étais bon qu'à jouer du reggae. Pour jouer avant les Tugs, c'était vachement pratique. Je m'étais fait jeter par tout le monde. Je faisais des trucs à contre-temps, Dom s'y comprenait plus. Ah ouais, non. C'est vrai qu'à cette époque-là, ouais, je m'étais bien dedans et bon, il y a même des concerts que j'ai fait où je me souviens pas d'avoir joué. Ouais. Et c'est vrai que pendant une période, ça a été ça. J'étais là, je jouais, une fois que j'avais fini de jouer, je me cassais. Et je le faisais pas parce que j'aimais pas les gens ou quoi que ce soit, quoi. C'était, je sais pas, j'avais un besoin comme ça. Peut-être un mal-être aussi, quoi, je sais pas, il y avait certainement quelque chose. Mais j'ai jamais vraiment cherché plus loin, je ne sais pas. Les dates qui s'enchaînaient avec la tension qui monte, avec les apparitions de plus en plus alcoolisées de Stéphane sur scène, avec des choses qui tiennent de moins en moins la route, où tout le monde se tire un peu dans les pattes. Ça commençait à être lourd et à la fin on se parlait absolument plus avec Buck, il n'y avait plus aucun discours, plus aucun dialogue, plus rien. Ça ne serait pas arrêté, on serait tous mis sur la gueule. Parce qu'il y avait un ras-le-bol, il y avait une fatigue.
Et c'est vrai, quand tu vois des gens fréquemment et tout, ben, à un moment, tu fais stop, quoi, je suis fatigué, quoi. Et il y avait cette fatigue-là, quoi. Il y avait beaucoup de tension entre Buck et JP, quoi. Et moi, c'est vrai que JP me prenait la tête. À cette époque-là, j'avais vraiment de plus en plus de mal à le supporter. C'est comme ça a été une période, quoi. Donc il a été décidé entre Buck et moi qu'on voulait plus jouer avec JP. C'est un truc à la con, et c'était comme ça. Buck m'appelle, et puis il a ce côté un peu emmerdé, enfin, il faut qu'on parle, quoi. Donc, et moi, j'avais envie d'en découdre, donc effectivement, il fallait qu'on parle. On sentait bien qu'il avait ce côté où il se tirait une balle dans le genou d'une part, et il savait surtout que le fait que je parte, que Stéphane allait partir, ça c'était quasi sûr, et il savait qu'il allait devoir recommencer à zéro. Je suis parti comme ça du jour au lendemain, sur un coup de tête. Mais avec beaucoup de regrets, énormément de regrets. Comme ça. Steph, c'est le gros nounours, quoi. Et son gros nounours, ça l'a emmerdé qu'il s'en aille, quoi. Et en plus, c'était le parrain de son fils, tout, donc ils étaient amis aussi. Et ça l'a vraiment emmerdé qu'il s'en aille, le Steph, quoi. Mais il avait envie de refaire les Killers, donc il s'est mis à chercher des gens, quoi. Et je pense qu'il n'a pas perdu au change quand il a pris au moins le Philippe et le Christophe. C'était aussi des univers différents, mais il était aussi heureux, quoi. Parce qu'il adorait Poupinou. Il avait peur de Christophe quand il conduisait, mais il adorait la façon qu'il emmène son truc, quoi. Donc, en fait, il était un petit peu soulagé. Il voulait que les Killers évoluent, en fait. C'est pas un changement radical, c'était une évolution musicale, c'était simplement la continuité de lui, ce qu'il voulait faire. Et puis aussi, à une époque, il avait changé. Il était parti dans des trucs un peu plus barrés et tout ça, il y avait le jazz, il y avait plein de choses comme ça qui faisaient que lui, il voulait un peu s'écarter du style musical qu'il avait au début, quoi. Répète tous les mardis, tous les jeudis, voire même des fois plus. Et c'est vrai que ça change tout parce que des fois on pouvait passer une répète sur un seul morceau. C'était... tant qu'il n'y avait pas la petite note qui convenait à Buck, c'était... on recommence, on recommence. C'était... ça pouvait être fatigant, mais c'était vachement instructif, quoi. J'ai appris beaucoup de choses, évidemment. On appelait le directeur aussi, hein. On appelait tonton ou monsieur le directeur. Mais lui décidait de tout, hein, de toute façon. Mais il nous faisait part de la pochette d'album, des textes, du label sur Valvol. Il nous en faisait part, quoi, mais bon, c'était déjà décidé. Hein. Puis bon, moi, quand on m'a dit, ouais, label australien, ouais, cool. Le label Survival, en fait, on s'attendait à beaucoup mieux, quoi. On s'est dit, on va être sur un label australien, ça va nous booster, ils vont bien distribuer le disque, et en fait, a priori, enfin en France en tout cas, il n'a pas été très bien distribué. Alors, ça nous a permis de toucher des gens ailleurs, quoi, en Australie, aux États-Unis, au Japon. Mais bon, ça n'a pas eu le résultat escompté. Et puis, je pense aussi que le public était en attente d'autre chose. Nous, quand on est arrivé, les gens ont un peu dit « mais qu'est-ce qui se passe? C'est plus les Killers d'avant, ça va plus » et on a un peu perdu un peu de l'aura qu'il y avait à l'époque au niveau du deuxième album des Killers, qui était assez gros en France, quoi. Et à l'étranger, ça commençait aussi. Le Killers était tout le temps là, hein. Buck il était tout le temps là avec sa façon de jouer, sa façon de faire des grimaces, de se rouler par terre, d'être lui-même. C'est vrai que ça a changé dans la composition des morceaux, c'était plus évolué peut-être, hein. C'était moins garage rock, quoi. C'était autre chose, quoi.
Je me rappelle une fois, on jouait au Havre, et je m'étais couché à, je sais pas, on devait partir à 8h, je m'étais couché à 8h moins le quart. Donc il était venu me réveiller, j'ai dit je préviens, je n'ai pas nulle part. Et je me suis couché à Clermont, je me suis réveillé au Havre. Téléportation. C'est là que j'ai découvert la téléportation. C'est vrai. Et Buck il avait trop les boules, quand je me suis levé, je suis arrivé au Havre. Quand il s'est... Ça, on l'a fait un truc. Mais moi j'étais naze par contre. Ah, moi j'en avais plein les potes. Les Real Cool Killers, il y a quand même un truc, c'est que, outre Buck, les autres gaillards avec qui ils jouaient, c'était des joyeux lurons, quoi. Et sur scène, on ne peut pas dire que les Real Cool Killers, c'était un groupe de joyeux lurons. Donc il y avait déjà une dicotomie entre les mecs backstage qui déconnaient comme des fous, et puis les types sur scène qui mettaient le masque et qui jouaient quand même une espèce de rock très dur, sans rigolo. Buck, c'était pas si simple que ça, parce que Buck, même s'il aimait bien déconner, même en dehors de la scène, je te dis, on sentait que c'était quand même un mec qui était un peu contracté, quoi. Et c'est sa tension un peu qui représentait les musiciens. C'était vraiment une extrapolation de cette... On avait l'impression de cette tension, et tout le monde le prenait à leur compte. Mais en fait, nous, on ne voyait pas ça, parce que nous, on voyait les joyeux lurons. On continuait à les voir sur scène après quand ils jouaient. Je pense qu'il faisait plutôt l'originalité, c'était la scène, quoi. C'était la gueule de Buck, son attitude, qui gênait beaucoup de gens aussi, hein. Ils ne comprenaient pas pourquoi il se roulait par terre, quoi. Ils auraient écouté les paroles, ils auraient compris pourquoi il s'attrapait les tripes et qui se roulait par terre, quoi. Et bon, ça, c'est... Tout le monde ne parle pas anglais. Tout le monde ne peut pas tout comprendre, hein. Des fois, tu écoutes des trucs à la radio, tu fais ouais, « c'est trop super ». En fait, c'est bien globe, quoi. I don't wanna apologize. I'm bad too, but I scream every day. I don't wanna apologize. I'm bad too, but I scream every day. I don't wanna apologize. I'm bad too, but I scream every day. Don't wanna live by your password. 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 Il avait la haine contre plein de choses, plein de gens, quoi. Parce que bon, il y a plein de gens qui pensaient que c'était un anti aussi, quoi. Il avait le magasin, la boîte, le groupe, tout était facile pour lui. Donc, je pense qu'il y a plein de gens qui vont dire du bien maintenant de lui ou de ce groupe-là, qui à l'époque lui tiraient dessus et nous tiraient dessus à fusil, à canoncier, quoi. Buck, il était dans sa petite vie bien pépère et tout ça, puis il montait sur scène pour crier sa haine du truc, alors qu'il était, lui, bien dans la société, quelque part. Il avait sa petite maison, sa petite femme, son petit magasin qui marchait plus ou moins bien, sa boîte de nuit, tu vois, ça fait bizarre, quoi. Je veux dire, quand tu vis bien comme ça, et tout ça, et que tu vas sur scène pour dire que tout va mal, quoi, en fait. Je me souviens que c'est un mec qui avait les stores ouverts, quand même. Il était... Bon, dans cette scène, dans ce milieu, on rencontrait quand même pas mal de bobés, tu vois, ce qu'on appelle les bobés, des mecs un peu bas du front, tu vois, on va dire. Donc, Marshall et bière, un point barre. Lui, je me souviens qu'on pouvait causer Cinoche, Polar. Ouais, il avait quand même un champ culturel un peu plus large que la Gibson dans le Marshall, quoi. Ce qui était quand même assez agréable aussi, quand tu passes des heures avec des gens en tournée. Je me suis toujours un peu posé la question, il avait l'air de connaître beaucoup de choses, s'intéresser à beaucoup de choses, mais la musique qu'il faisait, la façon dont il la faisait, était un tout petit peu... Il se mettait des barrières très fortes, quoi. Il sortait jamais de ça. Il ne se permettait pas beaucoup de fantaisie, hein, quand il jouait, quoi. Il en avait beaucoup sur les épaules, apparemment. Est-ce que vous vous accentuez plus du côté musique, et est-ce qu'il y a également un message que vous avez envie de faire passer à travers les paroles?
Les paroles sont pas du tout composées par le groupe, c'est moi qui les fais comme je chante, enfin on les fait pas ensemble, quoi. Les paroles c'est tout à fait personnel, quoi. Pour moi c'est aussi important que la musique, même s'il n'y a pas grand monde qui les comprend ou qui essaye de les comprendre sur les disques. C'est des messages, il y a différents thèmes abordés, un petit peu une révolte contre le monde moderne, contre la pub, contre tout un tas de trucs. C'est un petit peu chaque fois un truc différent. On n'était pas dans l'air du temps. À cette époque-là, c'était le hardcore mélodique, le noisy, tout ça qui fonctionnait à fond. Nous, on était encore largement à côté de tout ça, quoi. Et il y avait, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait le rap qui commençait, tous ces trucs-là qui commençaient à apparaître et tout ça. Tout le monde commençait à écouter des trucs comme ça. Je veux dire, si t'étais pas dans ce truc-là, t'étais un peu à côté des clous, quoi. Je pense que Buck, c'est justement ça ce qui l'intéressait en venant chez moi, quoi. C'est qu'il cherchait un peu un nouveau son, quoi. Il voulait aller vers un truc plus à la Condense, plus entre guillemets hardcore. Il voulait un son plus tranchant peut-être, moins rock'n'roll par rapport aux autres albums qu'il avait déjà fait, quoi. David, c'est quelqu'un qui est dans son studio et qui a enregistré que des super groupes. Et il n'a pas envie qu'un groupe... il n'a pas envie de faire ce qui lui plaît pas, quoi. Et il a raison, en même temps. Donc Buck, il a subi des critiques qu'on lui avait peut-être jamais dites. Donc ça s'est un peu mal passé au début, mais en fin du compte, ils se sont trouvés quand même tous les deux, quoi. J'en garde un mauvais souvenir de l'enregistrement de cet album, même si pour moi c'est mon album préféré des Killers. Mais c'est à cette époque-là, effectivement, que Buck commençait à partir dans des trucs un peu à se recroqueviller sur lui-même. Il n'avait plus la communication comme il l'avait avant. Il a commencé à rejeter un peu tout le monde, tous les gens qui étaient autour de lui, et s'enfermer dans son truc à lui, quoi. On est assez content, hein, je pense. Moi j'estime que c'est le disque que j'ai fait de mieux au niveau du son, au niveau de la musique. Bon, je vais pas te dire que c'est le meilleur groupe du monde et le meilleur disque du monde, loin de là, mais bon, je trouve que c'est pas mal. C'est mieux que le point 45, bon, c'est déjà une bonne chose. Ça c'est rare. Les Killers en acoustique. Ah c'était chouette. On est pour une bonne tôle là. C'est vers le. C'est chez le. Vers la maison du papa. Ah ça fait de la musique ça. C'est vers non mais chez moi c'est avec 2 ou 3 morceaux. Ouais. Comme ça on se vend des. On fait 2 ou 3 morceaux dans chaque bar en fait. Et après on se barrait quoi. Et là on a on demandait à une boisson, on peut jouer? Ouais bon bah un demi, hop, on joue 2 ou 3 morceaux, on se barrait. Ouais vous partez déjà? Bah on a fini le demi. J'étais sur une table roulée. C'est la meilleure fête de la vie que j'ai. Là ça a été grave. Ça durait comme ça, c'est cool la gueule. Au moins l'acoustique ce qu'il y a de bien, t'as pas de matos. On va passer par ça. Alors Les Real Cool Killers, pour moi, c'est un groupe un peu charnière entre le rock français, plus à la Tugs, aux Maniacs, aux Shifters, et puis ce nouveau courant qui est apparu justement avec Drive Blind, Condense, Loy. Peut-être qu'ils sont aussi passés à côté, vu qu'ils étaient un peu entre deux, quoi, au niveau du succès qu'ils ont eu, quoi. Je pense que c'est un groupe qui aurait pu être plus reconnu qu'il l'a été. Des Killers, c'était redoutable. On faisait souvent les dernières parties et tout ça.
Et c'était souvent assez glauque, quoi. Il y avait peu de monde dans les salles, les gens s'en foutaient, enfin, c'était un peu spécial, quoi. Moi, je pense qu'on a toujours joué, hein. Je me rappelle même d'une fois où on jouait un dimanche soir. On a commencé le concert, il y avait 5 personnes, on a fini le concert, il y avait 3 personnes. Et je me rappelle que Buck, il m'avait dit, bon, on s'en fout, on fait comme si on était au Japon, on joue, quoi. Et ce jour-là, on a fait une super répète. Ouais, c'est vrai que Buck il changeait. Moi, où je l'ai plus vu, c'est qu'en fait, au Sonic Rendez-vous, l'ex-Club 3000, où il organisait des concerts assez fréquemment, il en parlait de plus en plus, quoi. Quelqu'un qui le dit tout le temps, à force, t'as envie de lui secouer le cartable, donc tu le secoues, tu lui dis mais non, mais il y a ça qui est bien, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et bon, après, c'est un choix. Hein. C'est pas une honte le suicide. Dans tous les albums, ça revient, quoi. C'est noir. C'est les LL Cool Killers, quoi. C'est noir, c'est sombre, quoi. Donc et puis il le dit bien dans Blitteren. Troubadour de la nuit. Et c'est sa porte de sortie, quoi. Et ça reste, c'est ce qu'il dit, c'est un funambule sur un fil. Le fil, il va péter. Il va rentrer dans ce néant. Je pensais pas qu'il en viendrait là. Je savais qu'il en parlait beaucoup dans ses textes. Mais ouais, justement, je me disais... C'était, comment dire, complètement inattendu. Et en même temps, bon, après, en même temps quoi? Parce que c'est pas parce que quelqu'un chante sur le thème du suicide et sur le thème de qu'on peut s'attendre à ce qu'un jour, forcément, ça arrive. Je sais pas, non, je voyais pas Buck faire ça. C'est vrai que moi je me souviens de Buck qui venait me voir en me demandant, en me disant Steph, je comprends pas, dis-moi j'ai tout, j'ai une femme, j'ai une baraque, j'ai des bagnoles, j'ai des motos, je suis heureux, j'ai mon boulot, j'ai spliff, à cette époque il y avait le 3000, il disait j'ai tout, toi t'as rien, toi t'es toujours heureux, t'es toujours content, et moi j'arrive pas à être heureux. Et ça il me l'avait répété je sais pas combien de fois, quoi. Il y avait certainement, après maintenant à savoir... ce qui a pu se passer vraiment, on ne saura jamais, et puis de toute façon, ça ne le ramènera pas. Mais non, c'est vrai que c'est... Non. Quand j'apprends le décès de Buck, c'est l'amitié qui remonte à la surface. C'est plus que de l'amitié, il y a une espèce d'amour. Mais justement, c'est ce qui fait qu'il y a eu cette séparation aussi à un moment donné. Donc c'est tout ça qui remonte à la surface. Ça laisse des traces indélébiles. Après, je pense que je l'ai mal vécu... tous les jours un peu en fait. Et avec du recul, c'est des choses que j'ai traînées longtemps. Pendant plus de 5 ans dans ma vie, je l'ai pleuré, je l'ai hurlé, j'étais pas heureux. C'était un assemblage dans ma vie, c'était un truc de plus et puis je suffoquais, quoi. Il me manquait ce bol d'air, quoi. Et ouais, j'arrivais plus à respirer. Il me manquait. Parce que j'ai eu des gros problèmes de santé et il m'a aidé. Et je me dis, merde, moi, j'ai pas été là le jour où j'aurais pu aussi l'aider, quoi. Et m'en suis voulu. Chacun a gardé son petit bout de Buck dans lui sans vraiment en parler aux autres, quoi. C'était un peu... Enfin, j'ai l'impression que j'ai eu, quoi. C'était chacun avait son bout de Buck et chacun son souvenir. Et il n'y a pas eu vraiment de gens qui sont venus, qui en ont parlé entre eux, quoi. Quand tu as dépassé, je veux dire, les premières réactions d'incompréhension, de colère, c'est toujours le regret et la tristesse de perdre un être humain unique et que tu pourras jamais retrouver. Et Buck, il aurait été capable d'apporter tellement d'autres choses dans tellement d'autres domaines que son geste en devient encore plus débile et plus regrettable, quoi. En fait, j'avais écrit un court-métrage et ça débutait sur un enterrement. L'enterrement de Buck, en l'occurrence, puisque j'y étais pas. Donc le point de départ du film, c'est la mort de Buck, c'est sûr. Comme si je lui devais quelque chose
Comme si ce que disait Patrick, il y a quelque chose que je sentais qui n'était pas terminé et que je voulais terminer, moi, me mettre en accord avec, peut-être en accord avec lui, peut-être. Sans Buck, sans Luther Allison, sans Mark Sandman, sans Elliott Smith, sans El Norota, ces studios n'auraient pas vu le jour. C'était important d'assurer cette espèce de marque historique. Et voilà, le studio. There's probably some way out of here. But I never preach for the collective suicide last bad show. Brothers and sisters still alive and still up. J'en sors leur sac. Allez, un bug de rouge, T'as bien la santé de Buck? Ah, pas encore. Ah, Buck! C'est dingo. Hey hey! Bienvenue au Rat Pack pour le 25e Go Killers de Montréal.